Très bien, merci. Donc l'idée, effectivement, c'était de parler des innovations organisationnelles à partir des projets que l'on a conduits, notamment et particulièrement sur le tabac dans la région, mais de pouvoir à la fois prendre du recul sur ces projets pour en tirer aussi des enseignements sur les enjeux de ces innovations organisationnelles et aussi sur comment les conduire si on veut aboutir à améliorer globalement les performances de notre système de santé. Donc, en deux mots, hein, ça c'est vous connaissez les éléments de contexte, mais je pense que c'est important de les rappeler parce que les innovations organisationnelles s'ancrent dans ce contexte. Avec de gros changements actuels, que ce soit la transition épidémiologique, hein, notamment le fort développement de la prévalence des maladies chroniques, du vieillissement. Il y a encore eu un rapport avant-hier de la Cour des comptes sur la prévention de la perte d'autonomie, de la dépendance. On est vraiment dans ce cadre-là. L'évolution aussi en termes d'innovation technique et notamment digitale, avec tout ce que ça a comme impact sur les organisations de soins. L'évolution aussi des attentes sociales hein, vis-à-vis de notre système de santé. Et dans ce contexte-là, le système de santé français est un peu particulier quand on le compare aux autres systèmes en Europe, parce que d'un côté, il a de très très bonnes performances. CF, l'espérance de vie, par exemple, à 60 ans, des femmes comme des hommes. Et d'un autre côté, il a de très mauvaises performances en dessous de la moyenne européenne, et notamment en termes d'inégalité sociale et territoriale de santé. Et ça s'explique notamment, et j'y reviendrai, par des questions d'organisation, et notamment au sujet de la prévention. D'ailleurs, je citais le rapport de la Cour des comptes qui est sorti avant-hier sur dépendance, perte d'autonomie. Il y a un deuxième rapport qui est aussi sorti avant-hier sur la prévention et qui met le doigt sur ces aspects-là. Et vous le savez, et ça, je vais y venir à l'organisation, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'organisation d'offres de soins, mais aussi l'organisation territoriale, que ce soit l'organisation de la décision en santé, c'est assez complexe avec une myriade de décideurs, d'acteurs, de niveaux territoriaux, ce qui pose des questions sur l'efficacité globale du système, mais aussi sur sa qualité et son efficience, parce que quand on est désorganisé, c'est des risques de rupture à chaque interface, voilà, entre la ville et l'hôpital, par exemple, entre le médical, le médico-social, et bien sûr une question aussi d'efficience. Et d'ailleurs, quand j'ai repris cette diapo, hein, qui est une réadaptation de diapo que j'avais fait il y a 3-4 ans, c'est aussi, quand on n'est pas bien organisé, c'est une faible capacité d'adaptation, notamment vis-à-vis des crises sanitaires. Donc, ce n'était pas prémonitoire, mais on le voit aujourd'hui avec la crise du Covid. Elle met en lumière justement tous ces défauts de notre système actuel. Et pour ça, il faut transformer. Et j'en viens justement aux innovations organisationnelles. On a besoin de faire évoluer les centres de gravité, vous le savez, hein, de l'hôpital vers la ville, du soin vers la santé, pris au sens large, de la santé vers l'intersectoriel. Voilà, on parlait tout à l'heure d'environnement. Et pour ça, il faut penser à de nouvelles modalités organisationnelles, comment on travaille ensemble. Faut intégrer ces progrès techniques et notamment le numérique, qui est aujourd'hui un outil indispensable à prendre en compte dans les organisations de soins, prendre en compte les évolutions sociales dont je parlais tout à l'heure, et tout ça, ce qui est extrêmement important, dans une démarche evidence-based, c'est-à-dire qui mobilise des données probantes, qui mobilise des preuves scientifiques, qu'elles soient issues de la recherche ou issues de l'expérience de terrain. Et si j'ai précisé tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est que les pratiques cliniques préventives, et notamment en addictologie, mais ce n'est pas spécifique à ce domaine, sont aujourd'hui peu organisées et peu systématisées quand on les regarde de façon macro. Hein. Il y a plein de très bonnes expériences de terrain, j'y reviendrai, mais quand on regarde de façon macro, avec, pour les patients ou les personnes concernées en prévention primaire, une perte de chance, une perte d'opportunité de prise en charge, un manque de pertinence parfois de la prise en charge, soit par défaut, soit par excès.
des risques sanitaires parfois, un manque d'efficience. Voilà, pour prendre un exemple d'un sujet sur lequel on travaille et pour lequel on a eu de très bons résultats sur un pilote récemment, là, le projet 5 Aquitaine. Mais pour prendre les résultats nationaux issus de l'enquête nationale périnatale, on voit que la prévalence du tabagisme chez les femmes enceintes est extrêmement forte, de 17% en France. Ça n'a pas bougé d'une enquête à l'autre. Donc aujourd'hui, la France est le record du monde en termes de prévalence du tabagisme en fin de grossesse. Et c'est un bon exemple parce que c'est un sujet qui fait consensus, que ce soit médical, social, en termes de politique de santé. Il y a des moyens qui sont mis autour de cette question, importants. Et malgré ça, malgré le fait que ce soit prioritaire, malgré ce consensus, malgré les moyens qu'on met, les femmes enceintes qui ont 10 à 15 contacts avec le système de soins au cours de la grossesse, dans un cas sur 5, personne ne leur a posé la question du tabac. Et quand on leur a posé la question du tabac, dans pratiquement un cas sur 2, on ne leur a pas donné des conseils et encore moins une stratégie ou des moyens pour arrêter de fumer. Donc c'est un exemple typique, on aurait pu en prendre plein, mais qui montre qu'on a besoin de travailler sur les organisations, on a besoin de comprendre pourquoi on ne pose pas la question à la femme enceinte, pourquoi quand on lui pose la question on ne lui propose pas des ressources, pourquoi quand on ne lui propose pas des ressources on n'organise pas le suivi de ces ressources, etc. Et nous, notre prisme de recherche et d'accompagnement des acteurs, c'est ce prisme organisationnel. Nous, on part du postulat que chacun fait bien son travail, mais que la question, elle n'est pas individuelle, elle n'est pas liée à une femme enceinte qui n'a pas envie d'arrêter de fumer ou à un professionnel mal formé. Ça, c'est faux, c'est des idées reçues. La problématique, elle est liée à des organisations qui ne permettent pas de mettre en œuvre des stratégies préventives coordonnées à l'échelle du territoire. Et donc, effectivement, et aujourd'hui, on le voit, on a plein d'expérimentations sur financement public. Voilà, l'ARS Nouvelle-Aquitaine en prévention, c'est près de 2000 interventions financées par an, donc ce n'est pas négligeable, qui ne sont pas toujours évaluées ou bien évaluées, c'est-à-dire quels sont les résultats produits en termes de santé, quelles sont les conditions de ces résultats. Et une des conséquences de ça, c'est qu'elles sont rarement mises à l'échelle, c'est-à-dire qu'il y a des initiatives locales qui parfois fonctionnent très bien, produisent des résultats, mais qui restent des initiatives locales, qui ne touchent pas l'ensemble de la population. Je parlais du tabagisme de la femme enceinte, mais ça concerne 40 000 femmes enceintes en Nouvelle-Aquitaine par an. Aujourd'hui, il n'y a aucune organisation qui touche chaque année 40 000 femmes enceintes en Nouvelle-Aquitaine. Pareil, il y a quelques projets de recherche extrêmement intéressants, mais qui passent rarement de la recherche à la pratique. La conclusion du projet de recherche est une publication scientifique, mais ce n'est pas ça qui change les pratiques au quotidien. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de choses qui se font, mais peu de choses qui arrivent à passer le stade de la routinisation, de la généralisation, de la mise à l'échelle. Et dans ce contexte-là, des innovations techniques, alors là, qui se multiplient, rien que les applis sur smartphone, plus de 100 000 applis santé dans le monde francophone, dans le monde français, enfin disponibles sur les principales plateformes, dont d'ailleurs Tabac fait partie des principales applis en termes à la fois de nombre et de téléchargement, mais quasiment jamais évalué sur des résultats en santé. Sur les 100 000 applis qu'il y a sur le marché, il n'y en a pas 10 qui ont démontré un intérêt en termes de santé. Et dans ce cadre-là, on s'aveugle toujours du terrain. C'est-à-dire, là voilà, je parlais des 2000 interventions financées par l'ARS chaque année dans le champ de la prévention, et notamment dans la prévention des addictions. Parmi ces 2000 interventions, il y a des pépites, des choses extrêmement intéressantes. Et pourquoi elles sont extrêmement intéressantes? Parce qu'elles sont parties du terrain, de besoins réels des populations, des professionnels, de problématiques de prise en charge, et qu'on a construit quelque chose qui a un potentiel de routinisation parce que ça part des vrais besoins, dans des vrais contextes, avec les moyens du bord, j'allais dire. Et qu'est-ce qu'on fait de ces expériences? Comment on arrive à les mettre en lumière? Comment on arrive à les mettre en réseau? Comment on arrive à leur donner les conditions de la généralisation? Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Bon. Il y a aussi, bien sûr, le fantasme de la e-santé, des solutions numériques qui répondent à tout. C'est complètement faux. Je parlais des applis santé. Globalement, elles n'ont aucune efficacité par elles-mêmes. Elles peuvent être
extrêmement intéressantes, c'est si elles s'intègrent dans une organisation, si elles sont au service d'une organisation, en accompagnement d'une prise en charge par des professionnels de santé, en complément, mais ça doit se penser globalement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance d'avoir un culte du « i quelque chose » pour le « i quelque chose », mais quand on regarde, ça n'apporte pas grand-chose si ce n'est pas pensé globalement. Et enfin, ça c'est une pierre dans le jardin de nos administrations centrales, enfin, on l'a vu aussi beaucoup sur la crise Covid, c'est la solution clé en main que l'on va imposer par circulaire partout en France. Ça ne fonctionne pas. Les terrains sont trop différents. En Nouvelle-Aquitaine, c'est l'exemple typique en termes de population, de caractéristiques de la population, de densité, de géographie, de densité de l'offre de soins, d'organisation préexistante des acteurs du système de soins. Les situations sont extrêmement diverses, extrêmement hétérogènes. Donc, si on veut construire une innovation utile, il faut penser à du sur-mesure et pas de la taille unique. Et pour ça, une des vraies problématiques, c'est qu'on a trois mondes. On a celui des acteurs, celui des chercheurs, celui des décideurs, et qui malheureusement n'échangent pas suffisamment. Parce que les innovations portées par les acteurs bénéficient rarement d'une expertise de recherche. Voilà, pour vous prendre un exemple d'un dispositif qui a été spécifiquement construit au national pour l'innovation, l'article 51. Dans le comité de pilotage national, il y a 80 membres, ou je ne sais plus, dans ces eaux-là, ça a été publié par arrêté, 0 personne représentant la recherche. Donc ça montre que dans la tête des pouvoirs publics, on peut se passer d'un regard de recherche quand on fait l'innovation, mais ça crache. Et ça explique aussi les échecs. Vous avez vu la communication de Jean Castex la semaine dernière à ce sujet-là. Et inversement, quand les chercheurs travaillent sans lien avec les acteurs et les décideurs, ils peuvent porter des dispositifs qui sont parfaits en laboratoire, j'allais dire, mais qui n'arrivent jamais à atteindre la vie réelle, parce qu'elles sont dans des conditions tellement différentes en termes de financement, en termes réglementaires, en termes d'acteurs mobilisés, des conditions de routine, qu'elles ne sont pas transférables dans la vraie vie. Et d'ailleurs, on le voit sur le champ de la prévention des addictions, il y a peu de projets de recherche qui ont abouti à des dispositifs généralisés aujourd'hui. Et tout ça pour dire que justement, on a essayé dans le cadre de l'équipe, donc c'est une équipe qui mixte des compétences de chercheurs, des compétences d'expertise, notamment en santé publique, en organisation, en chefferie de projet, et qui associe autour de la table l'ensemble des parties prenantes. Et dans ce cadre-là, on a construit un programme d'innovation organisationnelle dans la prise en charge du tabac. En gros, pour vous donner la démarche, c'est une démarche de façon caricaturale en 4 étapes. Je dis caricaturale parce que ce sont, en fonction du contexte, en fonction des projets, ces étapes peuvent se faire de façon un peu différente, de façon plus intégrée. On peut capitaliser sur l'antérieur. Mais en tout cas, si on veut une innovation qui réponde aux besoins, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut quand même avoir des éléments à 4 niveaux. D'une part, c'est dans la conception de l'innovation. On le voit aujourd'hui, voilà, je reprends l'exemple des objets connectés, il y a les travaux qu'avait fait Olivier Aromatario là-dessus, qui montrent que dans la conception même des applis de santé, elles sont inefficaces par conception, parce qu'on n'a pas pensé au levier de changement de comportement qu'il fallait mobiliser si l'on veut avoir un changement de comportement. Et que la conception va beaucoup miser sur la technique, va beaucoup miser sur le côté de présentation, mais peu sur les leviers au sens levier de changement de comportement. Donc c'est très important d'avoir des organisations qui soient basées sur des théories finalement. Qu'est-ce qui fait qu'une femme enceinte fume ? Est-ce que c'est lié à des caractéristiques individuelles, des caractéristiques sociales, des caractéristiques environnementales, et comment on peut jouer sur l'ensemble de ces facteurs. Deuxièmement, il y a une étape qui est souvent oubliée, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la viabilité, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'une organisation soit acceptée, acceptable, implémentable en routine avec les moyens du bord, et accepté, acceptable, faisable, que ce soit du point de vue des usagers, comme du point de vue des professionnels, comme des institutions. Et donc, c'est très important, avant de mettre en place à large échelle des interventions, au moins de s'assurer des conditions dans lesquelles elle peut mettre en place.
Ensuite, c'est d'évaluer l'efficacité. Et quand je dis d'efficacité, c'est le service en santé. Est-ce que je diminue la morbidité, la mortalité? Est-ce que j'améliore le bien-être, la qualité de vie? Est-ce que je change réellement le comportement? C'est ça une évaluation. C'est pas dire j'ai pris en charge 50 patients. Ça, j'ai pris en charge 50 patients, c'est du processus. C'est important de le savoir, mais pour moi, c'est important, c'est 50 patients. Est-ce qu'on a amélioré leur niveau de santé? Et l'efficacité, les conditions d'efficacité, les mécanismes qui ont conduit à cette efficacité, c'est extrêmement important quand on veut pouvoir transposer les interventions d'un contexte à un autre où les conditions ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Et ensuite, si on veut aller tout au bout de la recherche, ça ne s'arrête pas à démontrer qu'une intervention est efficace, c'est à comprendre aussi et à accompagner l'implémentation, la routinisation, le transfert, la mise à l'échelle, parce qu'au moment de la mise à l'échelle, c'est-à-dire la généralisation d'une intervention, on peut se heurter aussi à d'autres difficultés, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient en termes de nomenclature, de modèle économique, d'organisation, de mobilisation de personnes dans des territoires autres que celles où l'intervention a été générée. Donc, si on veut aller jusqu'au bout, mais c'est aussi un accompagnement de recherche jusqu'au bout. Donc voilà, c'est pour vous résumer un petit peu les 4 grandes étapes ou les 4 grandes questions que se posent les chercheurs qui accompagnent le développement de l'innovation. Et là, donc j'ai emprunté cette diapo à Linda Cambon. Quand on parle d'innovation, parce que c'est un mot un peu valise, pour nous, ça répond à un certain nombre de critères. Une innovation ou une vraie innovation, qu'elle soit organisationnelle ou technique, doit répondre à un problème de santé. C'est ça d'abord. Ça peut aussi faciliter les prises en charge, etc. Mais d'abord, c'est répondre à un problème de santé. Quel est le problème pour les personnes? Quel est le problème pour les patients? Deuxièmement, ça ne doit pas créer d'autres problèmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et on le sait, hein, que la diffusion de l'innovation, en général, par exemple, est un facteur d'aggravation des inégalités. Donc, comment faire pour éviter que mon innovation ne génère pas d'autres problèmes que les problèmes préexistants? Donc, bien sûr, l'innovation, il y a quelque chose de nouveau. Ce nouveau, ça peut aussi se baser sur l'existant, en l'agençant, en faisant travailler les gens un peu différemment. Et ça a vocation à être mis à l'échelle, c'est-à-dire qu'un pilote, c'est une étape. L'innovation est intéressante, et d'ailleurs ça rejoint le processus industriel. Hein. Un industriel qui fait de l'innovation, pour lui, le résultat de l'innovation, c'est j'ai mis sur le marché mon médicament. C'est pas j'ai fait mon expérience en laboratoire et effectivement mes essais animaux montrent que les rats qui ont tel médicament sont plus contents que ceux qui ne l'ont pas. C'est la vraie innovation, c'est quand on arrive au stade de mise sur le marché en santé publique ou en organisation, c'est le stade de la mise à l'échelle. Et pour ça, on a besoin de preuves, de données probantes, j'en parlais en introduction. D'abord, des données contextualisées, j'ai insisté là-dessus. C'est tellement contexte dépendant, une organisation. Voilà, je citais l'exemple du médicament. Voilà, les essais vaccinaux actuellement Covid. Les essais ont été conduits aux États-Unis, au Brésil, en Pologne, mais les résultats sont adaptables à la France parce que physiopathologiquement, biologiquement, nous ne sommes pas très différents d'un pays à l'autre. Par contre, une organisation, par définition, est extrêmement contexte dépendante, donc on a besoin d'innover sur nos territoires. Et ça rejoint ce que je dis, de donner en vie réelle. L'innovation doit se faire avec les acteurs de tous les jours et pas en contexte de laboratoire. C'est extrêmement important. Et donc, ça passe par le partenariat, c'est-à-dire qu'à toute étape de ce processus, l'ensemble des parties prenantes doit être autour de la table et travailler ensemble. Et ce n'est pas uniquement un partenariat au sens d'opérationnalisation après, c'est à la fois dans la nature des questions qu'on se pose, dans la façon de construire l'innovation et ensuite dans la façon d'évaluer avec le processus, la flèche que je vous ai montré tout à l'heure. Et tous les partenariats, je l'ai souligné, pour co-construire et pour conduire ensemble le processus d'innovation. Si à partir des expériences qu'on a conduites depuis 3 ans maintenant en Nouvelle-Aquitaine, quelques mots clés ou principes clés qui nous semblent importants dans le cadre de cette démarche partenariale, notamment avec la Coréade, avec qui on a beaucoup travaillé, c'est d'une part, il faut croiser le bottom-up et le theory-based, c'est-à-dire il faut croiser à la fois des données scientifiques issues de la littérature sur qu'est-ce qui est susceptible de fonctionner à quelles conditions
et l'expérience très concrète du terrain. Et c'est en croisant les deux qu'on arrive à construire des innovations qui soient à la fois efficaces et à la fois viables, au sens on peut les mettre en œuvre. Et cette viabilité, justement, doit être analysée du point de vue des parties prenantes. C'est-à-dire, pareil, ce n'est pas un exercice de laboratoire, c'est avec l'ensemble des personnes concernées qu'on y travaille dans la durée. Et enfin, il faut évaluer l'efficacité, mais aussi les conditions d'efficacité à travers la diversité des contextes. Et ça, j'insiste dessus. Ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne sur un terrain A qu'il va fonctionner sur le terrain B. Voilà, je reprends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine. C'est tellement divers entre le centre-ville de Bordeaux, la campagne limousine, les territoires montagneux, les territoires de bord de mer, enfin bon, etc., etc. Quelque chose qui fonctionne quelque part ne fonctionne pas forcément ailleurs. Et donc, ça fait partie de l'objet d'analyse. Donc ça, on en reparlera cet après-midi dans les ateliers, mais c'était pour vous dire, là, ce que je vous dis, hein, on avait construit un petit peu ce mode de pensée qu'on a éprouvé à travers un certain nombre de projets soutenus par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Hein. Le projet 5 Aquitaine, qui est un projet de sevrage tabagique de la femme enceinte. L'ASTABA, qui est un projet porté par la Coréade que nous accompagnons sur le plan de l'évaluation et sur le plan méthodologique. Le parcours coordonné tabac, qui est un projet qui a été initié par le docteur Lazarovitch au Bouscat, à l'hôpital suburbain du Bouscat, et dont on a accompagné une phase de mise à l'échelle pilote. Prosecan, qui est un projet porté par l'Institut Bergonié de sevrage tabagique des patients atteints de cancer. Et là, je me suis trompé dans le titre, Ligue contre le cancer, c'est le partenaire, ce n'est pas le titre du projet, que j'ai oublié bien sûr, qui est un projet de repérage des situations problématiques de tabac chez les patients atteints de cancer et de prise en charge au sein de la Ligue contre le cancer et en partenariat avec les autres acteurs. C'est des exemples un peu différents et pour vous montrer que ce partenariat peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire les chercheurs accompagnent des projets générés par les acteurs, comme l'ASTABA. Les chercheurs peuvent créer des projets comme ça qu'Aquitaine. Enfin voilà, toutes les solutions et tous les partenariats et tous les mélanges, j'allais dire, sont possibles, mais chaque fois avec le même objectif d'imaginer des organisations qui soient efficaces, qui soient faisables, qui soient routinisables et qui soient en capacité d'être mises à l'échelle. Donc ça ne va pas vous surprendre. Un partenariat de confiance s'inscrit dans la durée. Donc ça ne se décrète pas. Tiens, aujourd'hui, je vais répondre à un appel à projet et je vais chercher 3 partenaires. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps, il faut travailler ensemble et c'est en co-construisant qu'on apprend à travailler ensemble. On n'a pas forcément le même vocabulaire, les mêmes temporalités, les mêmes contraintes, les mêmes logiques. Et donc, c'est ce respect réciproque, ça se construit petit à petit. Deuxièmement, ça nécessite des fonctions support. C'est compliqué monter un projet, vous le savez. C'est compliqué monter un projet de recherche sur le plan réglementaire, budgétaire, des acteurs à mobiliser, des contraintes. Et on en a eu beaucoup ces dernières années avec la crise. Et donc ça, ce sont des métiers, notamment de chef de projet ou autres, qui sont essentiels. Et c'est très important. Et là, une petite pierre dans le jardin de l'ARS, hein, dans le financement de projets, d'acteurs, c'est aussi de penser, ce qui est le cas d'ailleurs dans le fonds addiction, hein, mais c'est si on veut qu'une organisation fonctionne, qu'elle puisse s'évaluer, qu'elle puisse préparer la mise à l'échelle, au-delà des acteurs de soins primaires, par exemple, qui prennent en charge directement les patients, il y a besoin de fonctions support, de personnel support, qui les accompagne pour construire tout ça, si on ne veut pas que les gens s'épuisent au bout de quelques mois. Et à partir de ces expériences, on a décidé, entre nos institutions et avec la Coréade notamment, de renforcer, contractualiser ces liens. On a maintenant une convention cadre. Et ce qu'on a construit entre nous, j'allais dire, mais quand je dis là, entre nous, il y a déjà une dizaine de partenaires autour de la table, c'est capitaliser sur cette expérience pour construire un dispositif là au service de tous, et qui s'appelle Orchestra. Je crois qu'on en reparlera cet après-midi. Donc, Orchestra, c'est une plateforme qui a pour but justement d'apporter ces fonctions support au service
des décideurs, des acteurs, des chercheurs qui travaillent dans le champ des addictions et notamment des organisations en addiction pour les accompagner à toutes les phases de l'innovation, que ce soit dans l'observation de recueil de données, que ce soit pour identifier les besoins ou pour évaluer les programmes, que ce soit dans la production de données probantes, sur quoi je peux me baser pour construire mes interventions, que ce soit dans le transfert de connaissances. Il y a des bonnes idées, il y a des interventions qui ont montré qu'elles étaient efficaces en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, hein, dans le benchmarking, comment j'arrive à les intégrer dans nos organisations et dans cette mise en synergie de l'ensemble de ces acteurs. Là, je l'ai résumé très vite, mais Rebecca Rattel, qui a construit tout ça, pourra compléter tout à l'heure si besoin. Et bien sûr, hein, puisque l'idée d'une organisation, c'est d'être en cohérence, de ne pas multiplier les dispositifs, mais de les articuler. Ça a été pensé hein, en lien, mais Philippe ou ses troupes pourront en parler, avec le DISPAD, voilà, je l'ai bien prononcé, le dispositif d'accompagnement dans le domaine en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser sur nos expériences, mutualiser nos compétences pour se mettre au service de l'ensemble des acteurs de l'addiction pour pouvoir répondre aux objectifs que je vous ai brièvement présentés au début de cette présentation. Je vous remercie.